Aujourd'hui, ce sont les livres qui mènent la danse. Est-ce que la danse s'apprend aussi dans les livres? Est-ce que certaines de vos lectures vous ont donné envie de danser? De l'inoubliable roman Danseur de Colum McCann qui raconte, imagine l'histoire de Nureyev, de son enfance en Russie à son sacre parisien, aux monographies de Rosita Boisseau sur les chorégraphes Régine Chopinot, Philippe Découfflet ou encore Pina Bausch. De la série en littérature 20 Allées de la danse, littérature jeunesse de la française Elisabeth Barfetti, en vente d'ailleurs à la librairie de l'Opéra de Paris, et qui raconte le quotidien des petits rats de l'école de danse de cette institution, jusqu'aux fêtes berlinoises du philosophe Michael Fossel, raconté dans l'essai La nuit, vivre sans témoin aux éditions Autrement. Comment la littérature met-elle les corps en mouvement? Avec nous aujourd'hui pour ce club de lecture, la danseuse Marie-Agnès Gillot, qui publie Sortir du cadre chez Grund. À travers cet autoportrait, c'est aussi une histoire en creux des 30 dernières années à l'Opéra de Paris, une histoire de la danse. Elle a fait son école là-bas, dans cette institution, avant d'intégrer le corps de ballet jusqu'à son départ, sa retraite en 2018. Rebonjour Marie-Agnès Gillot. Rebonjour. À vos côtés, le romancier Victor Gestin, dont le premier roman La Chaleur a reçu le prix Femina des lycéens et qui est l'auteur cette année de L'homme qui danse chez Flammarion, l'histoire d'un garçon solitaire qui aimerait réussir à danser sur la piste de danse de la discothèque La Plage, de bloquer à droguer, le roman d'une métamorphose. Bonjour Victor Gestin. Bonjour. Au sommaire également avec vous Sébastien Thème. Eh bien, je vous parle d'un livre qui raconte une amitié hors du commun entre un artiste et sa muse, Yves Saint-Laurent et Loulou de la Falaise. Ce livre paraît chez Séguier. Et puis le magazine Sphère, un trimestriel culturel, fait son 10e numéro avec une parution spéciale écrivain. Mais on commence avec la question posée aux auditrices et auditeurs. Tout à fait. Quel livre vous donne envie de danser? Et parmi les réponses, une majorité de oui pour En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau, succès de librairie en 2016 lors de sa sortie, prix du roman France Culture Télérama aussi, et adapté au cinéma avec Virginie Efira et Romain Duris. Et si vous ne l'avez pas lu, Camille vous le pitch, écoutez. Mes parents dansaient tout le temps, partout. Avec leurs amis la nuit, tous les deux le matin et l'après-midi. Parfois je dansais avec eux. Dans En attendant Bojangles, Olivier Bourdeau dessine un mouvement à travers ses mots. Il nous offre une danse. Cette danse qui permet à deux êtres de reconnaître dans les pas de l'autre les questions à leurs réponses, l'écho à la voix de leur corps, l'évidence du pas suivant qui n'apparaît qu'à eux. Cette danse qui s'ouvre à ceux qui y verront un signe de ralliement, qui peut souffrir, vaciller, ralentir, s'accélérer, mais ne disparaît jamais. Cette danse, tout au long du roman, raconte, révèle et rappelle les personnages à la singulière beauté qu'ils ont décidé d'offrir à la chorégraphie de leur vie. Voilà, notre auditrice lectrice Camille nous résumait En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau. Est-ce que vous pensez à un livre qui vous donne envie de danser, Victor Gestin? Moi, je pense à Je sors ce soir de Guillaume Dustan, chez POL, qui raconte une nuit en boîte par Guillaume Dustan et qui en fait place la danse au même niveau que les autres interactions. C'est ça qui m'a marqué, c'est que il va danser, mais ensuite il arrête, il va au bar, il discute, il va aux toilettes, il reprend. Des fois il danse pas bien, des fois il est fatigué. En fait, il désacralise cette activité. Souvent, la danse présentée en littérature ou au cinéma fait l'objet d'une scène à part, souvent un peu hors sol, qui flotte et qui, moi, me terrifie, me bloque, alors que là, la danse paraît beaucoup plus accessible dans le roman de Dustan, replacée dans le long temps de la boîte de nuit. Vous dansez bien, vous? Non, moi c'est un rapport catastrophique à la danse et qui a d'ailleurs déclenché l'écriture. Mon premier roman, La Chaleur, je déteste la chaleur tout autant que je déteste danser. Et c'est sur cet affect négatif que j'arrive à écrire. Si j'arrivais bien à danser, j'arriverais pas à écrire sur la danse. Marie-Agnès Gillot, est-ce que vous pensez, vous, à un livre qui donnerait envie de danser, de regarder la danse? Je vois pas, moi. La lecture ne me donne pas envie de danser, peut-être parce que je suis danseuse. Mais j'aime les livres de Philippe Noisette qui retracent plutôt l'historique de la danse contemporaine du XXIe siècle. Ça, c'est quand je vois des photos plus du texte, j'ai besoin de l'image, en fait.
Oui, et il y a des très beaux livres de photographie sur la danse. Il y a aussi des photos qui sont à la fois vos photos d'enfance dans ce livre, Marie-Agnès Gillot, Sortir du cadre, et des photos des représentations, des ballets que vous avez pu danser et qui ont pu être captés. Juste un mot de ce En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau, qui raconte aussi une danse plus réparatrice, en tout cas ce moment où la mère s'engage dans cette danse, elle refait couple avec son mari, elle se relie aussi à son fils. C'est un souvenir de danse qui anime ce livre. Et c'était, je crois, le premier lauréat du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Mercredi, l'occasion de vous dire que nous annoncerons le nom de la lauréate 2022 à 12h50 dans le Book Club avec vous, Sébastien Thème, qui, parmi Claire Baglin, Monica Sabolo, Lucie Rico, Diati Diallo ou encore Kauter Adimi, succédera à Mathieu Palin. Si vous avez tout particulièrement aimé l'un de ces romans, dites-le nous, #Book Club Culture. Voilà, alors quels sont les livres qui ont compté dans votre formation théorique? Vous évoquiez Philippe Noisette, Marie-Agnès Gillot, journaliste pour Paris Match, pour la revue Danser. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur la danse, comme Couturier de la danse ou encore Le corps et la danse. C'est intéressant parce que c'est à la fois un observateur de la danse, un critique de danse et en même temps un théoricien. Quelle justesse avez-vous trouvé, vous, dans son regard? C'est justement son regard qui me plaît, justement, sa façon de lire la danse, parce qu'il n'est pas danseur, donc c'est ça qui est intéressant. Il l'a dit, ouais. C'est d'avoir le côté quand même un peu public et de pouvoir quand même discuter de technicité comme il le fait. C'est incroyable, je trouve, parce que pour moi, en fait, il faut connaître. Et lui, c'est un des seuls qui arrive à en parler sans la réaliser quelque part. Et vous, ce livre, vous l'avez écrit pour qui, Se sortir du cadre? Il est dédicacé à votre fils, Paul. Ouais. Je l'ai vraiment écrit pour mon fils, après une série de drames. Je me suis dit, si la série continuait, si je disparaissais, il fallait peut-être que je laisse quand même quelques traces sur le papier de mon parcours. Quel drame? La perte de tous mes parents, en fait. J'ai perdu mes 4 parents, mon oncle, mon père, ma mère et mon beau-père en 13 mois. Ouais, pendant la période Covid. Ouais. Et c'était ça que vous vouliez, du coup, raconter l'importance de cet héritage familial aussi, la place qu'ils ont pris, même à distance, dans votre vie de danseuse, exilée à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Vous l'avez écrit pour votre fils Paul, mais il s'adresse aussi quand même quelque part à toutes ces jeunes filles qui voudraient devenir danseuses étoiles, comprendre un peu ce parcours de combattant que ça a été pour vous. C'est presque un manuel à l'usage des filles. Oui, non, mais je pense que ça donne aussi beaucoup d'ouverture d'esprit, aussi par rapport à l'handicap et par rapport à beaucoup de choses, qu'on peut accéder à ses rêves avec beaucoup de ténacité, Oui, il faut croire en soi et tout est possible. Tant qu'on ne vous dit pas que c'est impossible, moi j'ai quand même cette façon de penser que tout est possible. Donc et ça l'est devenu. Donc je pense que c'est aussi un message. Vous dites que vous avez pris plaisir à voir comment Philippe Noisette lisait la danse. Ça a été compliqué pour vous à l'écrire, votre danse, ce que vous avez appris, ces mouvements que vous avez appris à réaliser, ceux dans lesquels vous excellez aujourd'hui. L'écrire, c'est compliqué? Dans mon livre, j'écris pas justement techniquement, parce que sinon, si je vous dis un dégagé, une glissade, un brisé, je pense que le public ne peut pas capter la différence d'air ou l'échappée ou l'énergie qu'on peut mettre dans ce mouvement. Donc il faut c'est quand même très, très, trop codifié à écrire. Bien que le langage de la danse est français partout dans le monde. C'est le même vocabulaire, mais ce n'est pas... C'est pas suffisant. Non, si je vous dis un pas de bourré entrelacé, vous ne pouvez pas me décrire ce que ça fait comme mouvement. Donc je trouvais que c'était trop chiadé et trop technique en fait à l'écriture. Quand même, vous l'écrivez un peu, en tout cas vous le dessinez. Pas tomber, couper, jeter, pirouette, grand jeté, discipline, concentration, avec ses scansions aussi. Oui, mais c'est des mots faciles, c'est-à-dire pirouette, grand jeté, c'est quand même des basiques, des mouvements. Si on rentre dans la technicité, je ne pense pas que ça puisse être vraiment compréhensible pour un public. C'est trop technique, c'est comme une partition de musique. Si on commence à lire vraiment les indications des créateurs dessous, vous êtes perdu. Une question d'une auditrice et surtout un témoignage à la lecture de votre livre, Marie-Agnès Gillot. Absolument, Marie-Agnès. C'est Sylvie, elle nous parle de vous, de votre livre, et elle a même une question pour vous. Je ne viens pas de l'univers de la danse. J'aime regarder les artistes qui mêlent chant et danse.
Je préfère la danse moderne et contemporaine, mais j'admire et respecte beaucoup la danse classique. J'ai vu Marie-Agnès Gillot la première fois dans le clip La Superbe de Benjamin Biolay, puis dans les concerts des Enfoirés, dernièrement dans Danse avec les stars. J'ai adoré ses prestations et sa personnalité. J'ai vu qu'elle avait écrit un livre illustré de très belles photos, donc je l'ai lu. C'est une femme inspirante et captivante. Et à chacune de ses performances, j'ai des étoiles dans les yeux. Pour finir, quelle personnalité publique aimerait-elle ou aurait-elle aimé rencontrer et pourquoi ? Merci. Marie-Agnès, vous répondez à Sylvie ? Moi, j'aurais bien aimé rencontrer Charlie Chaplin. Ah, et pourquoi ? Parce que je trouve qu'il danse trop bien. Que j'aurais aimé... J'aime beaucoup le mime aussi, puisque c'est une des on apprend ça quand on est petit à l'école de danse, mais c'est vraiment juste une année ou deux, donc on n'a pas vraiment, on peut pas faire grand chose. Et j'aurais aimé savoir comment il avait créé cette façon universelle de transcrire sans parler. Et pour moi, c'est une forme de danse, bien sûr. Il me semblait que vous disiez le contraire dans votre livre, que le premier spectacle de mime qu'on vous a proposé de faire pendant les vacances d'été ne vous avait pas vraiment intéressé, en tout cas au début. C'est pas un spectacle de mime, c'est les cours de mime. Un cours de mime, oui. Oui, et c'est les cours qui étaient obligatoires à l'opéra, et c'est pas en rapport au mime, en fait, c'est en rapport à la prof. Oui, vous y alliez quand même avec réticence au départ. Parce que est-ce que je vais faire semblant d'aller... C'était pas ça la danse pour vous. Et avec Charlie et Chaplin, vous avez appris à aimer. Ouais. C'était ça qui vous a aussi marqué. Wassim, dans votre roman, Victor Gestin, L'homme qui danse, il a une théorie sur la danse qui fait de Strauss, avec ses valses, un pionnier. À l'écouter, on a l'impression que Bernard Guetta, il n'aurait rien inventé finalement. En quoi ? Quelle est la théorie de ce Wassim ? Alors, je crois que vous pensez à David Guetta. David, je me suis plantée. Voilà. J'ai dit quoi ? Vous avez dit Bernard Guetta. J'ai dit Bernard, c'est son frère. C'est mon frère de français. Oui, un personnage dans ce livre qui, il est 5h du matin, il a pris de l'ecstasy, donc il est très inspiré et il parle de l'histoire de la danse séculaire. Et il note qu'on dansait d'abord en groupe et puis que des gens comme Johann Strauss sont arrivés, le premier DJ de l'histoire en vérité, lui, avec sa valse, et ont fait danser les gens en couple. Et les gens aussi les ont fait s'exciter, se draguer. Et puis plus tard, avec l'arrivée de l'électro et des boîtes de nuit, on a commencé à danser seul. Et cette histoire-là, un petit peu vulgarisée, sans doute fumeuse, dessine quand même quelque chose d'une espèce de l'histoire de la solitude universelle, à laquelle se connecte ce personnage qui danse en boîte de nuit tous les soirs. Oui, et il dit, Wassim, certes un peu alcoolisé, on dirait qu'on a touché le fond, mais le pire arrive, les ordinateurs qui amènent la techno. Jeff Miles et tout ce qui suit. Oui, c'est ça. Tout ce qui suit, c'est donc la danse solo, mais c'est aussi, c'est la mort du slow, qui a été vécu comme un drame par beaucoup de gens, parce que comment dès lors prendre quelqu'un dans ses bras ? Et l'étape d'après, qui présume, et d'une façon peut-être un peu réactionnaire, un petit peu stupide, c'est quoi la prochaine étape ? On va danser tout seul face à son ordinateur. Donc voilà. Mais évidemment, c'est pas si vrai, parce qu'en boîte de nuit, on se touche pas, c'est pas une danse de salon, c'est pas une danse à deux, mais pourtant on fait corps très fort. On communie d'une façon différente avec la foule entière. C'est ça que recherche le personnage de mon livre, c'est à se reconnecter aux gens, les gens qu'il a tant de mal à toucher dans la vie de tous les jours, au travail, dans sa famille, partout. Soudainement, lui deviennent accessibles dans cet espace. Et pour ça, ça passe par quoi ? Il faut s'oublier pour pouvoir toucher du bout des doigts cette altérité, cette idée-là en tout cas ? Alors, moi, ça me fait penser à ce qu'on m'a souvent dit. Moi, n'arrivant pas à danser, on m'a dit, il suffit que tu te lâches, il suffit que tu t'oublies précisément. Et ça m'a toujours agacé, parce que j'ai l'impression, mais là, je parle aussi sous votre contrôle, que la danse, précisément, est une affaire de contrôle, en fait, et qu'on lâche pas. Alors, il y a certes l'improvisation, l'idée de se relâcher, mais il y a aussi l'idée de absolument tout maîtriser, d'enchaîner les gestes maîtrisés. Moi, c'est ça qui est très difficile pour moi. Et c'est ça aussi qui peut être, j'imagine, merveilleux pour des gens qui précisément n'arrivent pas à être précis dans la vie de tous les jours, n'arrivent pas à enchaîner les bons gestes. Et là, soudainement, avec le corps, on va pouvoir exister juste par son corps. Et si on enchaîne exactement les bons mouvements au bon moment, ce sera comme, réussir une carrière, parler brillamment, être drôle, voilà. Tout ça, toutes ces choses-là sont permises par la danse. Oui, je précise que quand vous dites « je parle sous votre contrôle », c'est sous celui de Marie-Agnès Gillot, qui est à votre droite, pas d'une autre. Hein. Sébastien, tu avais une question ? Non, c'est intéressant ce que dit Victor Gestin sur l'idée de la chorégraphie, et qu'au fond, il faut danser de manière sérieuse, qu'on y pense. Est-ce que vous, parfois, Marie-Agnès Gillot, vous dansez comme ça en boîte de nuit, sans chorégraphie ?
Moi, j'ai eu le même parcours que le début des personnages. Que j'ai vraiment du mal à danser en boîte de nuit, parce que pour moi, c'est vraiment un langage particulier. Et puis, il y a aussi des formes de mode. C'est-à-dire que quand je vais en boîte de nuit, je peux voir ceux qui dansent dans les années 80, ceux des années 90. Et c'est exactement ça. Et c'est une succession de mouvements appris. C'est quand même une chorégraphie. C'est quand même de la choré. Il y a les mouvements à la mode qu'il faut passer le soir en boîte pour être reconnu dans une gestuelle qui est acclamée. En même temps, vous écrivez, Victor Gestin, que c'est un art de l'altérité, qu'il s'agit de répondre aux mouvements d'en face, inventer des contre-rythmes, des échos, des synchronisations éclairs. Et on peut se dire que dans un ballet contemporain ou classique, Marie-Agnès Gillot aussi, c'est quand même toujours un pas de deux. C'est marrant, vous ouvrez d'ailleurs ce livre, votre livre, Sortir du cadre, sur des excuses auprès de vos partenaires. Pas parce que vous leur avez écrasé les pieds, mais parce que vous dites que vous avez toujours été assez infernal, ou pas facile, en tout cas en répétition avec eux. Le partenaire, il est essentiel en danse? Oui, c'est quand même c'est votre tuteur quelque part, surtout en classique. Mais non, c'est surtout que moi j'aime approfondir les choses énormément. Donc je ne veux pas survoler les œuvres. Donc je perds du temps à être très fine et très maniaque dans ce que je veux. Et donc c'est ça. Parce que souvent, maintenant, on a de moins en moins de temps pour faire un ballet, une œuvre. Donc on peut survoler des choses. Je n'aimais pas survoler, donc c'est pour ça que je m'excuse, je n'aime pas survoler les choses. Vos partenaires, ceux avec qui vous avez le mieux dansé, partenaires hommes, danseurs hommes notamment, quelles qualités ils avaient ? Ça n'a rien à voir avec mon ressenti et ce qui est le rendu, en fait. C'est-à-dire que je peux me sentir bien dans des mains et dans un corps, dans des bras d'un partenaire, et en fait, on ne va pas du tout ensemble. Donc, le ressenti et le rendu, voilà. Donc, je me suis toujours convenue de tout, mais mon ressenti n'est pas le bien, en fait. Donc vous ne donnerez pas de nom là tout de suite? Non, ok. C'est noté, mais il y en a quelques-uns quand même dans le livre, Sortir du cadre, chez Grune, Marie-Agnès Gillot. Sébastien Thème, et si on entrait un peu dans le livre de Victor Gestin, L'homme qui danse, qui paraît chez Flammarion, l'histoire d'Arthur, de cet adolescent si mal dans sa peau au début, qui va se trouver petit à petit, se métamorphoser aussi à travers la danse. Si on entrait dans ce livre avec la voix de nos lectrices et lecteurs. 2 auditrices, lectrices, elles ont lu votre livre, Victor Gestin, et elles nous livrent leurs 2 ressentis. Écoutez Sandrine et Vim. Bonjour, j'ai beaucoup aimé ce roman de Victor Gestin, L'homme qui danse, où la solitude se dispute à la misère sentimentale d'Arthur, un anti-héros pour qui on développe, au fil des pages, une grande empathie. Arthur, c'est l'homme qui danse, un individu à part, un garçon solitaire qui n'arrive pas à entrer en contact avec les autres, dont les codes de la société lui font défaut, sauf dans le milieu de la nuit. La plongée dans l'univers de la nuit retranscrit à la perfection mon souvenir des sols poisseux, des gens saouls endormis sur les banquettes, de la sensualité des corps qui s'effleurent et qui communiquent au-delà des mots. Il fréquente une boîte de nuit, la plage, où il y prend ses aises et ses habitudes. Cette boîte devient son lieu. Les personnages que rencontre Arthur sont très bien campés. J'ai notamment adoré Alicia, Wassim et même Ange. Victor Gestin porte un regard sur ces personnages qui m'a fait penser à celui d'un Nicolas Mathieu. Il a, je crois, la même affection, la même tendresse et le même regard social que lui. Il a aussi ce genre d'expression si bien tournée. Ouvrez les guillemets. Dans moins d'1 heure, il n'y aurait bientôt plus personne. Il fallait faire vite, racler ce qui restait de nuit. Le sujet de départ est franchement intéressant et pas courant. Mais j'avoue, j'étais un peu spectatrice de L'homme qui danse. J'avais envie de le voir bouger ses lignes et qu'il se passe un événement marquant. Et j'ai été un peu déçue. Je n'ai pas éprouvé d'empathie pour Arthur. J'avais envie de le secouer, de le sortir de sa boîte. Certes, il n'y a pas d'injonction au bonheur, à suivre les conventions de la société. Mais je m'attendais à un revirement, comme dans La Chaleur, le premier roman de Victor Gestin, où j'avais ressenti une vraie tension. Alors bon, il y a 2 impressions, mon cher Victor Gestin, mais c'est le principe du book club. Hein. On donne l'avis à tout le monde et on ne peut pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à Sandrine, qui a un avis plus mitigé que celui de Vim, mais qui a pourtant adoré votre livre précédent, donc tout va bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impression qu'il ne se passe rien dans la vie de ce personnage. C'est vrai. Et il n'y a pas, au sens, il n'y a pas beaucoup de suspense dans ce livre. Mais par contre, j'ai l'impression que ce qui tient les gens qui adorent sortir, qui adorent danser, qui adorent vivre à la nuit, c'est précisément l'idée qu'il va potentiellement toujours se passer quelque chose.
que chaque nuit promet quelque chose que le jour ne peut pas promettre. Le jour est trop organisé, trop normé, les emplois du temps sont trop serrés, il ne se passera rien, quoi. Alors que la nuit est plus anarchiste. C'est d'ailleurs une idée qui est développée dans le livre de Michael Fouessel, La nuit. Qu'est-ce que nous promet la nuit ? Politiquement, intimement, à plein d'endroits. Et c'est ça qui tient les gens. Et donc, certes, il se passe rien, pas grand-chose dans la vie de cet homme, et pourtant, chaque nuit suivante, chaque chapitre est la promesse de... Donc, le livre va dans le mur et lui avec, mais il y a quand même cette forme de suspense un petit peu, un petit peu artificielle et touchant de l'attente perpétuelle de la nuit d'après. Moi, c'est pas totalement ce que j'entends dans ce que dit Sandrine. C'est pas l'idée qu'il ne se passe rien de votre roman, c'est plutôt l'idée que l'ascension, elle ne se fait pas en une fois, ou en tout cas, on ne passe pas de la base au sommet entre le début et la fin du livre. Est-ce que vous n'avez pas justement cherché à montrer que cette métamorphose d'Arthur, elle ne sera jamais finie, que tout ça, c'est un éternel retour, que la vie se boucle aussi? Oui, bien sûr. Ça nous emmène aussi au principe de variation infinie d'une même nuit qui toujours se ressemble et qui pourtant toujours est un petit peu différente. C'est ça que travaille le livre. Le personnage est enfermé quand même, et condamné dès le début, enfermé dans un lieu et enfermé dans sa solitude. Et chaque chapitre, chaque nuit, il essaye d'en sortir en sortant dans ce lieu, mais chaque nuit l'y renvoie encore plus violemment à sa solitude. Donc en effet, on se répète et on semble... je sais pas, il semble pas y avoir d'issue. Et pourtant, il faut terminer le livre. C'est une question qui se posait à moi d'ailleurs, Comment terminer ce genre de livre qui se passe sur 20 ans ? Un peu comme on terminerait une série souvent on déçoit les gens à la fin d'une série. On ne peut pas terminer un si long voyage. Mais vous avez eu du mal à le terminer ? Ou vous saviez que ça se terminerait comme ça ? Non, je suis passé par plein de fins différentes, et sans raconter la fin. Alors là, c'est pas usual suspect, le plaisir ne repose pas sur la fin, mais quand même, il se pose une question à un moment en boîte de nuit, c'est l'âge. La vieillesse, la péremption, la date de péremption qu'on peut avoir. Pardon pour cette expression violente, mais c'est d'ailleurs quelque chose aussi qui guette tout sportif, tout danseur. À un moment, c'est plus possible. Et à un moment, danser en boîte de nuit, c'est plus possible. Passer 40 ans, disons, en moyenne à la louche, ça devient un petit peu suspect de se retrouver tous les soirs en boîte de nuit. Et donc la question qui se pose au personnage, et à moi en écrivant, c'est où est-ce qu'on va ? Il y a cette phrase absolument terrifiante, je crois, de mémoire dans Crime et Châtiment. Un homme totalement saoul dit à un personnage, qu'est-ce que vous feriez si vous avez plus nulle part où aller ? Voilà l'horreur qui se pose à lui, par exemple, si on fermait les boîtes de nuit, s'il y avait un Covid, qu'est-ce qu'on ferait ? Où est-ce qu'on irait ? Est-ce que ce vertige-là, vous l'avez ressenti, Marie-Agnès Gillot, le jour où vous avez pris votre dite retraite de l'Opéra de Paris ? Ce lieu qui a été si formateur et si complet dans toute votre vie, tout à coup, il fallait ranger la loge, laisser la loge à quelqu'un d'autre, à une autre danseuse et partir. Ah oui, moi j'ai vraiment vécu le néant, j'étais perdue de quitter cette bâtisse, comme je dis, c'était ma maison quoi en fait. J'étais là depuis 33 ans au même endroit, avec des murs très protecteurs, et donc moi j'ai eu la retraite plus le Covid. Donc ça faisait beaucoup. Le Covid, c'était mes premières vacances en fait, parce que je ne me suis jamais arrêtée de ma carrière. Donc au départ, c'était sympa, mais après c'était d'autant plus triste. Et c'est pareil pour Arthur, votre héros de fiction, Victor Gestin, ce lieu, cette discothèque, la plage, où il retourne finalement toujours. Qu'est-ce que ce lieu représente pour lui ? Est-ce que vous diriez que c'est un lieu d'habitude ? Oui. Moi, j'ai interrogé des amis à moi qui aiment sortir. Je leur ai dit, pourquoi tu aimes sortir ? Et l'un m'a répondu quelque chose que je trouvais très beau. Il m'a dit, je me fais un petit village. J'habite à Paris, il n'y a pas ce sentiment de village, tout est trop grand, on est trop perdu, j'ai pas de repères, j'ai même pas ma petite boulangerie, quoi. Et soudainement, et là on voit très bien ce que c'est en fait, connaître le videur, connaître la personne du vestiaire, avoir ses petites habitudes, sa boisson préférée. Et voilà, en fait, c'est tous ces efforts que déploie le personnage, c'est en fait de rétrécir son monde, mais d'avoir quand même son monde à lui, son monde problématique factice évidemment, puisque c'est une construction, c'est des paillettes, c'est du maquillage, c'est des conventions sociales, et là qu'est-ce qu'on fait quand la lumière se rallume ? Voilà, le livre s'ouvre sur cette vision que je conseille à personne, une boîte de nuit en plein jour, quand tout ce village précisément qu'on a construit s'effondre, quand on se rend compte que le sol est poisseux, non seulement poisseux, mais surtout que c'est du sol normal, il y a des plaintes, c'est du parquet, ça pourrait être ailleurs, voilà, tout ça s'effondre. Donc la construction de ce monde par ce personnage ou vivre est aussi comment dire, il y a une épée au-dessus de sa tête, quoi, parce que ce monde ne peut pas tenir, n'est pas viable, pas dans nos sociétés qui sont construites sur le jour.
d'où Pessoa et en exergue ces beaux extraits des fragments d'un voyage immobile. C'est un voyage immobile qu'il fait chaque nuit quand il va dans cette discothèque. Ouais, j'adore cette idée de voyage immobile. C'est un peu et placer une exergue en tête de livre au début, moi je trouvais ça un petit peu prétentieux. J'ai l'impression qu'on se plaçait à côté d'un grand livre, mais en fait c'est comme un titre de tableau abstrait. On donne une clé de lecture. Et là l'idée d'un voyage immobile, moi tout de suite ça connote le livre d'une façon que j'aime beaucoup. Et en effet c'est ça qui fait. C'est ce que je répondrais aussi pour essayer de défendre ma cam quand même à la lectrice qui s'est exprimée. C'est que certes on bouge pas, certes on est statique, mais pourtant il se passe plein de choses. Enfin en tout cas c'est ça qui m'intéresse d'essayer de faire. Et ce que vous avez retenu comme mot de Pessoa, c'est « j'aimerais aimer aimer ». C'est programmatique. Ouais, c'est vertigineux. J'aimerais aimer, c'est-à-dire j'aime, mais j'aime pas ça. On aura envie de la prolonger à l'infini comme un ricochet. J'aimerais aimer. Ça n'arrive jamais au bout. Mais en fait, peu importe, ce qui compte, c'est le j'aimerais initial, l'impulsion. Moi, c'est pareil. Moi, j'aimerais aimer danser. J'aimerais danser, je sais pas, peu importe. J'aimerais, en tout cas, quand j'entends de la musique, quand je vois du spectacle, j'ai envie de danser, j'ai envie de me lever de ma banquette. Et pourtant, j'y arrive pas. Je reste bloqué. Invité de ce club de lecture où les livres mènent la danse, aujourd'hui le romancier Victor Gestin, à l'occasion de la parution de L'homme qui danse chez Flammarion, et la danseuse Marie-Agnès Gillot, qui signe un très beau livre de photos Sortir du cadre chez Grunt. France Culture, il est 13h17. Et ils se sont beaucoup aimés, Sébastien Thème, deux personnes dont vous allez nous parler tout de suite. Ils ont aussi beaucoup dansé. Beaucoup dansé. Dans les boîtes de nuit parisiennes des années 70-80, le Palace, le 7, où l'on croisait Mick et Bianca Jagger, Andy Warhol, Marianne Faithfull, ou Karl Lagerfeld et surtout Yves Saint-Laurent et sa muse Loulou de la Falaise. Alors Yves Saint-Laurent, on le connaît tous, Loulou de la Falaise un peu moins. Elle est née en 1947 et décédée en 2011. Cette aristocrate a été mannequin avant de devenir l'inspiration principale d'Yves Saint-Laurent pour ses créations. Et c'est sa vie qu'on découvre dans le livre de l'américain Christopher Petkanas, Loulou et Yves, publié chez Séguier, une vie de mode, de voyage, de rencontres et d'amitié surtout avec Saint-Laurent, dont elle partageait de nombreux goûts. Justement, Christopher Petkanas nous en dit un peu plus sur ce qui inspirait ces deux artistes. Écoutez. Loulou disait qu'elle pouvait être inspirée par n'importe quoi. Ça peut être une fissure dans le trottoir, aussi bien qu'un emballage de chewing-gum dans le caniveau. Les inspirations de M. Saint-Laurent allaient de Maria Callas au ballet russe, de peintre Christian Bérard au style des femmes françaises dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale. Madame de la Falaise et M. Saint-Laurent ont adoré le goût des cultures diverses et surtout de la fantaisie. Pour citer encore Loulou, nous nous voyons comme des gitans qui viennent juste de rentrer avec une caravane merveilleuse de trouvailles incroyables aux confines exotiques du monde. Voilà, une vie dédiée à l'art, au beau, un peu comme votre vie, Marie-Agnès Gillot. Je vous offre le livre d'ailleurs. Merci. Est-ce qu'un créateur comme Yves Saint-Laurent, est-ce que c'est un créateur que vous avez pu aimer ? Ah bah oui, bien sûr que j'ai porté aussi en scène, puisqu'il a fait aussi de nombreux costumes pour Zidi Zellmer surtout, et Notre-Dame de Paris par exemple, et c'était... Je pense que c'était un des artistes qui liait tous les arts, et ça, on en a besoin. J'aimerais bien retrouver des personnalités comme ça à l'heure actuelle qui lient les arts, l'art contemporain, la musique. Ouais. Victor Gestin, est-ce que ces années 70-80, toutes ces fêtes au Palace, ces fêtes mythiques, est-ce que c'est des fêtes que vous aviez en tête quand vous avez écrit ce livre ou pas du tout ? Je ne les ai pas vécues. Non, mais bon. J'ai essayé évidemment de me documenter, de regarder ces choses pour les mettre dans mon livre, mais je dois dire que je suis quand même parti de l'idée que la danse et la boîte de nuit, tout ça avait quelque chose d'intemporel. Je parie qu'entre la boule au ventre d'un jeune homme des années 70 et la mienne, et aussi on pourrait même remonter jusqu'à la boule au ventre du jeune homme du 19e à Vienne, assis sur sa banquette et qui doit se lancer pour la contredanse et qui n'y arrive pas, et ben je pense que c'est à peu près la même chose. Et ce qui change, c'est de l'ordre du gadget, c'est de l'ordre de la surface. Donc me documenter, oui, sur ces années, mais aussi fermer les yeux et faire confiance à la temporalité de la danse.
Sébastien, une revue, enfin, pour terminer. On fête le 10e numéro d'une revue, c'est la revue Sphère, un beau magazine trimestriel qui s'intéresse depuis ses débuts aux communautés, les tatoués, les grimpeurs, les navigateurs, les danseurs. Aujourd'hui, pour ce 10e numéro, hommage aux écrivains, eux qui aussi agrègent une communauté de lecteurs, de lectrices. On est bien placé pour le savoir ici. Olivia, le directeur de la rédaction, Simon Rossi, nous donne justement le sommaire de ce numéro spécial écrivain. Ce numéro 10 s'intitule « Les 1000 visages des écrivains », justement parce que nous avons choisi d'interroger une grande diversité d'auteurs et d'autrices, notamment au cours d'un dossier spécial qui s'intitule « Aux 4 coins de l'écriture » et qui comporte 4 grands entretiens. Donc dans l'un d'entre eux, nous avons fait dialoguer 2 dessinateurs, qui sont Zep et Riyad Satouf, autour du récit adolescent. Il y a également un entretien croisé entre 2 rappeurs, en l'occurrence Osmo Puccino et MC Solar. Et enfin, un dernier dialogue entre la grande reporter Florence Omna et l'écrivain Sylvain Prudhomme autour de l'écriture du réel. Et vient clôturer ce dossier, enfin, un dernier entretien, cette fois-ci avec Michel Hazanavicius autour de l'écriture cinématographique. Mais on trouvera aussi dans ce numéro des portraits d'auteurs de littérature. Donc il y a un portrait d'Emma Baker, mais aussi un autre de l'écrivain nord-irlandais Robert McLean Wilson. Il y a également un portfolio où nous sommes partis sur les traces de James Baldwin. Et enfin, il y a également plusieurs reportages, en l'occurrence un sur un groupe de fanfiction et un autre au Burkina Faso où des femmes utilisent l'écriture pour dénoncer les inégalités et les souffrances auxquelles elles sont confrontées dans leur société. Voilà, un numéro avec nos meilleurs écrivains et écrivaines, et l'écriture est dans tous ses états, qu'elle soit cinématographique ou musicale. Bref, il faut se procurer ce numéro 10 de Sphère. Par ailleurs, les photos sont très belles. Emma Baker prenant sa mère dans ses bras ou Zep posant pour Riyad Satouf, ça c'est très bien. Marie-Agnès Gillot, votre livre est, on disait, agrémenté de très belles photos. Qu'est-ce qui fait une bonne photo selon vous ? Déjà une posture proche de la perfection, parce que moi j'ai pas laissé passer des photos, même à chaque fois on me disait mais je le vois pas la différence, mais moi je le vois. Donc c'est ça qui est... oui. Et puis sinon j'arrive à retrouver le feeling que j'avais sur ces photos en fait. J'ai ce ressenti, je sais presque exactement dans mon corps ce que je sentais quoi. C'est presque, oui, c'est très, très physique et très émotionnel. Victor Gestin, Simon Rossi, il a cette belle expression « utiliser l'écriture ». Pourquoi utilise-t-on l'écriture ? À quel moment, vous, avez-vous choisi d'utiliser l'écriture pour raconter ce que vous vouliez ? Moi d'abord, c'est avant d'être une question de raconter une histoire, l'écriture, pour moi, c'est la question du langage. On parle beaucoup de langage autour de nous. Là, on en parle un actuellement entre nous, mais on en parle aussi entre amis, à la télé, dans les pubs, chez le médecin. Et à mon sens, le travail d'une personne qui écrit, c'est de mettre tous ces langages-là de côté et d'en chercher un autre, plus précis, en écrivant. Moi, c'est vraiment ça. Donc, avant de raconter une histoire, l'histoire, c'est pas du tout un prétexte parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y jouent, mais d'abord, le geste d'écriture, c'est ça. C'est posé à moi une question en particulier aussi, c'est comment écrire sur un autre art. Sur la danse. Ça, je trouve ça très compliqué. Je pense que moi, j'ai souvent envie d'écrire sur la musique, par exemple. Je pense que beaucoup d'écrivains sont tentés par ça et frustrés, c'est impossible. C'est comme raconter un voyage. On a fait un super voyage, c'était super, et quand on le raconte aux amis en rentrant, quand on leur montre les photos, c'est pas très bien. Et donc, parler de la danse, c'était compliqué. Et donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait utiliser la spécificité de la littérature, c'est-à-dire qu'avec ça, on peut rentrer dans la tête des gens. Contrairement à la danse, on peut rentrer dans la tête. Donc, moi, je me suis pas tant attaché à décrire des mouvements. En effet, vous avez raison, c'est un peu vain. Mais par contre, on peut dire ce qui se passe dans la tête d'une personne qui danse. C'est ça que j'ai essayé de faire. Il y a dans vos 2 livres un autre sens qui entre en action, c'est celui du regard, très important. On évoquait Michel Hazanavicius à l'instant, on pourrait penser aussi au film La maman et la putain. Vous savez comme les gens sont beaux la nuit, et c'est vrai qu'on ne danse bien que libéré quand même un peu du regard des autres. C'est le truc d'Arthur qui se transforme en dansant et qui le voit dans le regard des autres, qui se trouve plus beau en dansant, qui voudrait même que le monde entier le voie, que le monde entier soit là à ses côtés. Merci Victor Gestin, L'homme qui danse, votre roman apparu chez Flammarion. Merci Marie-Agnès Gillot. Sortir du cadre, votre livre est publié chez Grund. Vous restez avec nous pour quelques instants encore parce qu'il est l'heure de retrouver Charles Dantzig et ses quadritèmes. Il est 13h25 sur France Culture.
Et c'est une nouvelle semaine des quadritèmes qui s'ouvre avec cette semaine, le suicide en littérature volet 1. Germaine de Staël n'était pas du genre à se suicider. D'ailleurs, elle ne l'a pas fait. Elle a pourtant eu des soucis, c'est le moins qu'on puisse dire. Ayant une intelligence abstraite, en plus d'une intelligence sensible, elle s'est intéressée à ce sujet, pourtant éloigné d'elle. Elle avait un flair remarquable pour sentir ce qui intéresserait bientôt toute la société. Avant les romantiques et leur passion du suicide, elle a publié en 1812 des Réflexions sur le suicide, un des premiers, sinon le premier livre à ce propos dans la littérature française moderne. Dans cette matière, comme dans tant d'autres, le cachot du christianisme avait détourné l'attention. Il était interdit d'être libre de notre mort. Il est intéressant qu'une femme ait écrit sur un sujet qu'un préjugé courant jugeait viril. Le suicide, ce serait romain. Et romain, ça veut dire mec, n'est-ce pas ? Or, les Romains, outre d'avoir soumis des pays entiers, ont virilisé les femmes, c'est pareil. Suivant la légende, la République romaine serait née du suicide de Lucrèce, violée par le fils du roi Tarquin, qui se serait tué de honte. Bien plus tard, sous l'Empire, la femme d'un homme à qui Néron avait ordonné le suicide aurait donné l'exemple en se tuant avant lui. Les Romains, qui adoraient la soumission, ont fait du suicide son apothéose. Germaine de Staël, qui n'avait peur ni des hommes ni des coutumes, a une idée originale à la page dans son essai. Il me semble que le bonheur consiste dans la possession d'une destinée en rapport avec nos facultés, écrit-elle. On voit là la personne raisonnable, incapable de concevoir que des êtres ne puissent avoir aucune notion exacte de leurs facultés. En tout cas, cela pose que le suicide est une inadéquation entre le soi et le monde. Germaine de Staël le sous-entend par la phrase suivante. L'existence humaine bien conçue n'est autre chose que l'application de la personnalité pour rentrer dans l'ordre universel. Elle réfute Rousseau qui, selon elle, justifierait le suicide. Pour commencer, il ne l'a pas fait. Le personnage de Saint-Preux dans la nouvelle Héloïse le recommande, mais un autre personnage le conteste et Saint-Preux ne se tue pas. À la place, il voyage. On pourrait dire que le suicide est un voyage définitif. Germaine de Staël était sans doute de bonne foi dans sa réfutation. Elle pensait, comme beaucoup de personnes de son temps, que Rousseau s'était suicidé à force de solitude, ce qui n'est pas le cas. Femme volontaire, intellectuelle, impétueuse, elle veut bien considérer le suicide, mais pas l'admettre. Elle le conteste au nom de raisons religieuses, disant « Le suicide nous soustrait à la nature aussi bien qu'à son auteur, mais surtout, ce qui la choque et la rend imperméable au sentiment du suicide est que, d'après elle, en se détruisant, l'homme annihile, je cite, la puissance qu'il a reçue de choisir entre le bien et le mal. Et il est inconcevable à la plus belle opposante à Napoléon que ce combat soit abdiqué. » Merci beaucoup Charles Dantzig. À demain pour le deuxième volet. Un énorme merci à Aurélien Delacroix qui a programmé cette émission et à Didier Pinault qui l'a préparée. Merci aussi à Alexandre Alaïbegovic et Zora Vignier, à Anouk Delfino et Joseph Julien. Demain, dans notre book club, Sébastien Thème. Demain, on remonte le temps, mais alors très loin, la préhistoire, avec 2 beaux catalogues d'exposition de livres des cavernes. Avez-vous rencontré des cavernes dans des livres ? Dites-le nous.